Si vous ne regardez pas la EW, que ça vous intéresse pas et que vous voyez pas l'intérêt de suivre parce que vous n'accrochez pas à l'ambiance, au style ou aux stars de là-bas, vous devez absolument regarder AEW All-In 2023. Si on m'avait dit il y a 4 ans que la EW serait capable si peu de temps après sa création de remplir le stade de Wembley à Londres et de produire un show aussi incroyable devant 80 000 personnes, un show qui a vraiment une ambiance WrestleMania et qui en devient littéralement l'équivalent pour l'AEW, je vous aurais certainement pas cru. Mais si en plus vous m'aviez dit qu'alors que je suis pas le plus grand assidu d'AEW et que je peux pas suivre les shows chaque semaine, j'aurais quand même passé 5 heures collé à mon siège devant vous sur twitch.tv/Monsieur Hawkin à hurler pour quasiment chacun des matchs sans voir le temps passer, là je vous aurais vraiment dit que vous étiez fou et que ça n'arriverait jamais. Et pourtant, ce dimanche, devant un immense stade sur le sol européen, 80 000 fans se sont réunis pour profiter du plus grand show de l'AEW, établir un record de billets vendus pour un show de catch, en plus de me régaler et de m'obliger à suivre les shows chaque semaine tellement c'était excellent. Et il est donc l'heure de revenir ensemble sur l'événement historique qu'on a vécu ce week-end. Encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous ne suivent pas la EW, mais même si c'est pas le cas, regardez cette vidéo. D'ailleurs même, regardez le show en entier d'abord et au moins le main event. Parce que je vous promets, vous ne le regretterez pas. Moi aussi, à l'approche du show, j'avais beau être hypé par certains des matchs parce que je suis quand même de temps en temps les histoires, et notamment celle du main event, mais malgré ça, j'étais à des années-lumière d'imaginer à quel point ce show allait être excellent. Quand je dis que dimanche soir, All-In s'est vraiment établi comme l'équivalent d'un WrestleMania pour l'AEW, je n'exagère pas une seconde. Ils ont rempli un stade de 80 000 personnes et ils ont proposé un show incroyable, autant au niveau des matchs que des histoires, en plus d'annoncer directement après que All-In ferait son retour à Wembley en 2024, franchement y a pas à dire, ce qu'on a vu c'était historique. Tellement historique d'ailleurs que pour la première fois sur ma chaîne, je vais parler du pré-show d'un événement, parce que oui, c'était bien à ce point-là, au point de même regarder la petite heure avant le début du show parce que ça valait le coup. MJF et Adam Cole étaient évidemment au centre de ce pré-show, et le plus historique dans tout ça, c'est que les deux hommes ont ouvert la soirée avec le tout premier match du pré-show, et ils ont clôturé l'événement avec le main event, et croyez-moi, ils ont été largement à la hauteur. Bien sûr, je ferai une vidéo dédiée pour raconter toute cette histoire, parce que vraiment pour moi, MJF c'est l'un des meilleurs catcheurs actuellement, toutes promotions confondues, et cette histoire ne fait que le prouver encore plus. Mais pour résumer globalement, on a deux mecs qui se détestent, l'un qui est apprécié par les fans et l'autre qui est absolument haï, avec l'un des meilleurs personnages de heel, et que le destin a forcé à faire équipe. Mais si à la base on s'attendait à ce que l'équipe ne dure que quelques semaines avant d'exploser à cause des tensions entre les deux, c'est tout l'inverse qu'on a eu, puisque Adam Cole et MJF ont réussi à former une vraie amitié avec des segments aussi hilarants que prenants, et celui qui se fait appeler le diable et qui est l'actuel champion AEW a pris une ampleur tellement différente grâce à ça, devenant acclamé par les fans et voulant tout faire pour être ami avec Adam Cole et former une vraie équipe avec lui. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que quand on connaît un petit peu MJF, on pense évidemment que tout est un plan de sa part pour se mettre Adam Cole dans la poche et le trahir. Mais finalement, semaine après semaine, on a vraiment vu MJF se transformer pour devenir presque face, proposant à Adam Cole de gagner des matchs avec une double corde à linge, de mettre des coups de pied kangourou à ses adversaires et même jouant aux jeux vidéo avec Adam Cole, bref, tout et n'importe quoi, mais bordel, c'était excellent. Du coup, cette amitié culmine à Wembley ce dimanche, puisque MJF a décidé il y a quelques semaines d'offrir à son pote une revanche pour le titre de champion dans le main event, mais en plus, les deux hommes ouvrent la soirée en battant aussi open au terme d'un match plutôt cool, dans lequel MJF a justement pu placer son fameux kangourou kick sous l'ovation d'un stade entier, pour offrir à l'équipe Better Than You Baby les titres par équipe de la ROH. La soirée commence donc déjà très fort avec cette victoire, parce que beaucoup pressentaient déjà qu'il y aurait des dissensions entre les deux hommes dans ce match pour mener à une explosion dans le main event, et en finale, ils ont juste pris les titres ROH dans un moment très cool pour régaler le stade. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, le pré-show enchaîne avec Hook contre Jack Perry, un match pour le titre FTW, qui si je dis pas de bêtises est plus ou moins un titre hardcore, puisque les matchs se déroulent sans aucune règle. Et justement, l'absence de règles a permis aux deux hommes de s'exploser sur la limousine de Perry devant l'entrée, en plus d'offrir la victoire au jeune Hook, le fils du légendaire Taz, qui rend son père fier devant 80 000 personnes en récupérant le titre FTW. En plus de nous pondre un petit match sympa pour conclure le pré-show, Jack Perry ne conclut pas sa soirée tout de suite, parce qu'il nous offre une petite embrouille dans les vestiaires avec CM Punk, oui, parce que serait un show avec notre fil favori sans une belle petite embrouille dans les vestiaires. Mais bon, passons, puisque justement, Punk, après avoir étranglé ou je ne sais pas quoi la Jack Perry, c'est lui le prochain à faire son entrée devant le stade de Wembley pour aller se frotter à Samoa Joe dans un match qui n'était pas sans rappeler leur immense rivalité à la ROH et qui là aussi a été très cool. CM Punk qui embrasse complètement la haine des fans en déroulant l'arsenal de John Cena avant de placer la leg drop de Hogan pour se faire pourrir par la foule, c'est légendaire. Joe qui nous sort sa classique esquive et qui envoie CM Punk crâne le premier contre la table des commentateurs pour lui ouvrir le front, et finalement CM Punk qui conclut cette guerre avec son Pepsi Plunge pour réellement revenir 20 ans en arrière à la ROH, y a pas à dire, c'était excellent. Et en plus là j'ai parlé beaucoup de leur histoire à la ROH, mais vous vous en doutez, c'est pas une période que j'ai connue, et pourtant j'ai quand même pu apprécier le match et j'ai passé un très bon moment. Et c'est là où justement pour moi la EW a réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ont fait 5 heures de spectacle sans perdre l'attention des fans les moins assidus comme moi, et franchement ça c'est fort. On a eu droit juste après ça à un 3 contre 3 qui opposait la Golden Elite au Bullet Club Gold, deux équipes avec lesquelles je ne suis que très peu familier puisque j'ai vu que très peu de matchs de Ibushi ou encore de Jay White et Juice Robinson, et pourtant ce match m'a conquis avec des combinaisons à 3 tellement propres et des spots dans tous les sens et une clim formidable offerte à la fin par Konosuke Takeshita
qui nous sort un roll-up sur Kenny Omega après une séquence de folie, refroidissant les 80 000 personnes sur place avec ce finish, suivi de sa musique qui est pour le moins anticlimatique. Mais justement, et c'est là où je voulais en venir, c'est ça qui est très cool avec ce show. Et vous allez le voir d'ailleurs au fil des autres matchs, il y en avait vraiment pour tout le monde. Que vous soyez un fan assidu de l'AEW et que vous suiviez régulièrement la New Japan et le catch indépendant, que vous regardiez de temps à autre les programmes et que vous ne connaissiez que vaguement certains catcheurs, ou même que vous n'ayez jamais regardé le moindre show de l'AEW, tout le monde y trouvait son compte. C'était simple à comprendre, les histoires racontées l'étaient de manière très claire, on comprenait bien là la mise en avant de Takeshita après ce match par exemple. Il y en avait même pour tous les goûts au sein même des matchs parce que le style de ce trios match était très différent de celui qu'on verra plus tard, donc c'était impossible de sortir du show sans avoir aimé un seul des matchs. Et justement, puisqu'on parle d'aimer les matchs, il est l'heure d'enchaîner avec celui qui était jusqu'au main event mon favori de la soirée, FTR qui défendent leur titre par équipe contre les Young Bucks. Il faut savoir que ce match c'est le dernier d'une trilogie entre les deux équipes et que si j'ai vu un match de la trilogie c'est déjà vraiment pas mal parce qu'en réalité j'ai surtout vu des clips et des highlights, donc autant vous dire que j'arrivais là avec l'attente d'un match très cool mais j'étais loin de me douter de ce que j'allais vivre. Des combinaisons à deux dans tous les sens avec une fluidité sans pareil, des échanges magnifiques à l'extérieur comme à l'intérieur du ring, un public partagé entre deux équipes qu'ils adorent et qu'ils n'arrivent pas à huer, un match plein de rebondissements avec des dégagements de nulle part et des tombées brisées à la dernière seconde. Bref, les Young Bucks contre FTR, c'est à mon sens l'un des meilleurs matchs par équipe de l'année à n'en pas douter et je vous conseille d'aller le voir. J'ai absolument aucune idée des étoiles que Dave Meltzer a mis à ce match et d'ailleurs en réalité je m'en fous, hein, encore une fois kiffez le catch comme vous l'entendez et ne vous laissez pas dire ce que vous devez aimer ou pas aimer. Et si vous n'avez pas vu le show par contre, ayez la curiosité d'aller le voir parce que je pense que ça vaut vraiment le coup et ce match c'était vraiment mon coup de cœur. Le pire c'est qu'après tout ça, on était encore très loin de la fin du show hein, et le plus incroyable c'est que d'habitude quand je regarde des événements comme ça, j'ai un petit peu l'effet montagne russe. On a des gros matchs suivis de petites pauses qui permettent de souffler. Bah là non, Wembley ne m'a pas laissé me reposer une seconde et on a directement enchaîné avec le Stadium Stampede, opposant le Blackpool Combat Club avec Santana et Ortiz contre les Best Friends avec Penta et Eddie Kingston, et là aussi, quelle guerre on a eu. Alors, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il y en a vraiment pour tout le monde dans ce show. Parce qu'en l'occurrence, si vous êtes féru de catch violent avec des objets et du sang, ce match est clairement fait pour vous. Mais par contre, si la moindre goutte de sang vous fait tourner de l'œil, alors ne regardez pas le Stadium Stampede parce que c'était vraiment un concentré de violence. Moxley était en roue libre et s'est fait planter des pics à brochettes dans le crâne, Claudio Castagnoli et Eddie Kingston sont partis se promener dans les coulisses et dans les gradins pour se détruire et continuer d'entretenir leur haine mutuelle, Trent Barreta a subi comme si c'était le dernier match de sa carrière en plus de récupérer les petits gâteaux amenés par sa mère pour les éclater dans le crâne de Claudio, Penta nous a fait peur en subissant un piledriver qu'il a sorti du match pour lui permettre de revenir en tant que Penta Obscuro quelques minutes après dans un moment de fou alors que je connaissais pas cette version du personnage. Bref, c'était brutal et c'est parti dans tous les sens, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, dans tout ce que j'ai dit, j'en ai même pas encore parlé, mais la star de ce match et l'une des stars de l'AEW tout court en ce moment, c'est bien sûr Orange Cassidy qui a vraiment régalé avec des moments très cool, en plus d'offrir la victoire à son équipe grâce à un Orange Punch trempé dans le verre, concluant un match de fou d'une belle manière et montrant à tout le monde qu'il était vraiment vu comme l'un des meilleurs et le futur de AEW. Dites-vous à ce moment-là, ça devait faire à peu près 3 heures que j'étais devant le show en comptant le pré-show et 2 heures de plus que j'étais en live et pourtant j'étais encore rempli d'énergie. Et le plus cool dans cette soirée, c'est que même les matchs un peu moins bons, ils ont du positif et justement c'est le cas du match suivant puisque dans le Fatal 4-Way pour le titre féminin, Saraya a débarqué chez elle en Angleterre accompagnée de sa famille de catcheurs, parce que oui, dans sa famille quasiment tout le monde fait du catch, et sous l'ovation de Wembley qui a repris en chœur la musique de Queen qui accompagnait Saraya au ring, cette dernière a régalé, célébrant son retour en voyant sa mère se faire frapper à l'extérieur par sa propre amie dans les Outcasts Toni Storm, mais finissant par prendre sa revanche en lui envoyant son finisher au centre du ring, lui rivant les épaules au bout de 8 minutes d'un match un peu court à mon sens, mais qui offre à la catcheuse anglaise un moment exceptionnel. Je sais que cette décision sera beaucoup critiquée par les fans, mais comprenez bien que le moment était juste beau. On a une catcheuse qui ne devait jamais remonter sur un ring et qui pourtant se retrouve non seulement à pouvoir catcher de nouveau, mais surtout qui remporte un titre mondial devant 80 000 personnes chez elle en Angleterre. L'histoire est belle et encore une fois, il en faut pour tout le monde et je suis sûr que beaucoup ont adoré. Et puis tiens, tant qu'on y a parlé de gens qui devraient pas être sur un ring normalement et que c'est dingue de devoir être là à sortir des folies, c'est la transition parfaite pour parler du match de Sting. Alors, accessoirement dans ce match, on retrouve aussi Darby Allin, Swerve Strickland et Christian Cage, pour le plus grand plaisir d'Univers Catch qui était sur place, mais la star de ce match pour moi, c'est vraiment Sting. Le mec a 64 ans. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? 64 putains d'années qu'il est sur Terre, dont presque 40 qu'il catch, et le gars est encore là sur un ring, à s'énerver contre une table parce qu'elle ne se brise pas et à se jeter dessus de tout son poids à l'arrache pour être sûr qu'elle se casse, à ressortir son personnage du Joker pour le plus grand plaisir des fans, à subir des prises qui en mettraient la moitié d'entre nous sur un fauteuil roulant, et globalement à juste se faire kiffer, et c'est incroyable. Le pire c'est que ce match c'était peut-être celui que j'attendais le moins de cette soirée, et pourtant c'était quand même un régal. On a eu des folies dans tous les sens, des spots qui ne devraient même pas être tentés, Christian Cage qui continue de se régaler en s'auto
s'autoproclamant champion TNT. Bref, un moment très cool qui en plus se finit en feel good moment puisque Darby Allin et Sting viennent à bout de Swerve en l'enfermant dans le cercueil, parce que oui d'ailleurs au passage c'était un match du cercueil, et on vivait une énième fois un gros moment. Mais n'oubliez pas, encore une fois, on était très loin d'être au bout de nos peines, parce que si l'enchaînement de ces deux matchs peut être vu comme la pause du show entre gigantesques guillemets, déjà elle n'a pas eu l'effet somnifère que ce genre de moment peut avoir, mais surtout elle précédait la deuxième partie du show qui là aussi était exceptionnelle. Je veux dire, si on m'avait dit que je verrais Chris Jericho contre Will Ospreay il y a 10 ans de ça, je ne vous aurais certainement pas cru. Bon, déjà c'est probablement parce que je savais pas qui était Will Ospreay il y a 10 ans, mais bon, au-delà de ça, c'est fou de voir l'un des meilleurs catcheurs au monde, toutes générations confondues, face à l'un des actuels meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde, qui peut à son tour laisser derrière lui une trace immense dans le monde du catch. Et bordel, là aussi, Jericho, le mec il a plus de 50 ans et il catch comme un luchador qui a la moitié de son âge, il s'en met plein la gueule face au héros national qui est en plein apogée de sa carrière, et en plus de tout ça, il fait ce match directement après avoir chanté son thème d'entrée Judas pour arriver jusqu'au ring. Non, là y a rien à dire, c'est vraiment une légende. Évidemment, avec Will Ospreay face à lui, c'était difficile de décevoir, hein, et bien sûr le match était gigantesque, même si c'est pas encore mon préféré de la soirée, mais bon, vu qu'ils sont tous incroyables, c'est difficile de choisir ses favoris. Mais en même temps, là aussi, en termes de moments marquants pour l'histoire, on fait difficilement mieux, puisque Ospreay vient à bout de Jericho pour battre en espace de quelques mois à peine 3 des plus grands noms du catch, avec Okada, Omega et maintenant Jericho, et à seulement 30 ans, il s'établit pour de bon comme l'un des meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur. Vous voyez, encore une fois, quand je dis qu'il y en a pour tout le monde, c'est vraiment ça. Les fans qui connaissent Chris Jericho peuvent découvrir Will Ospreay avec ce match, dont le résultat est très important pour l'histoire, et en l'occurrence, pour ceux qui n'aiment pas le catch trop poussé et qui préfèrent les moments un peu détente et feel good, il y a le match suivant avec la House of Black contre The Acclaimed. C'est encore là deux équipes que j'aime beaucoup chez AEW, avec la House of Black qui est vraiment l'un de mes coups de cœur et qui défendent ce soir les titres trio contre Max Caster, Anthony Bowens et le badass Billy Gunn dans un match franchement cool, qui nous a offert des moments marrants avec Julia Hart qui a pris cher gratuitement, on sait pas trop pourquoi, et j'ai trouvé qu'ils avaient très bien géré les moments un petit peu marrants avec les moments d'action dans le ring, et c'est en plus franchement cool de voir Billy Gunn qui peut conclure sa carrière avec un nouveau titre, puisqu'effectivement The Acclaimed sont venus à bout de la House of Black pour leur prendre les titres trio. Alors j'ai quand même quelque chose à dire sur ce match pour pas tomber dans l'éloge permanente du show, je suis quand même un peu déçu du résultat dans le sens où oui le moment est très cool, mais je trouve quand même ça dommage que House of Black perde les ceintures comme ça et j'espère qu'ils vont se réinventer après cette défaite pour prendre une autre dimension. Et justement en parlant de prendre une autre dimension, on y arrive, c'est l'heure du moment tant attendu, le main event le plus incroyable possible, la fin d'une amitié peut-être entre MJF et Adam Cole qui après avoir remporté les titres par équipe de la ROH s'affrontent le même soir pour le titre de la AEW pour clore un show exceptionnel et nous offrir l'un des moments les plus beaux du catch. Je sais déjà que le fait de dire ça va faire grincer des dents à certains hein, qui pourront pas s'empêcher de dire que WWE ou WCW ont fait mieux, peu importe, mais en réalité tout le monde s'en fout. C'était un moment incroyable, j'ai adoré, 80 000 personnes ont adoré, donc il faut juste laisser les gens passer de bons moments et se régaler. Et là justement, pour me régaler, il y avait absolument tout. MJF et Adam Cole font partie des catcheurs que je trouve les plus excellents chez AEW, en particulier pour MJF qui est littéralement la star numéro 1 et qui l'a prouvé encore plus avec cette histoire, parce qu'à seulement 27 ans, le gars est en train d'avoir la montée en puissance la plus folle de l'histoire du catch, il est en train de prouver à tout le monde qu'il est littéralement né pour ce business, et son entrée exceptionnelle n'a fait que le confirmer. Et si l'histoire était déjà grandiose avec une potentielle trahison qui planait au-dessus du match, si les entrées étaient très cool et que les attentes étaient immenses, bordel, le match a été à la hauteur. C'était pour moi impossible de faire mieux avec cette histoire. Un début de match très cool avec l'amitié mise en avant et le fair play de MJF qui tombe rapidement le masque et envoie ses doigts dans les yeux de Adam Cole hein, pour rappeler que ça reste un connard mais c'est notre connard. Cole justement qui petit à petit pète un plomb dans le match et qui montre rapidement son vrai visage, exposant aux yeux de tous qu'il n'était pas si attaché à cette amitié puisqu'alors que MJF lui hésite à placer un piledriver sur la table et n'arrive d'ailleurs même pas à faire du mal à son meilleur ami, le reposant et prenant quelques secondes pour réfléchir, Cole de son côté n'hésite pas et éclate MJF la tête la première sur le bureau des commentateurs, détruit aussi son ami avec une souplex sur les escaliers et semble mettre de côté les liens qu'il a tissés avec le champion dans les mois précédant leur match. On a eu de l'overbooking à une dose parfaite, des ref bumps qui ont mené à des moments excellents, notamment un bel hommage à Eddie Guerrero, les deux hommes ont envoyé leur double clothesline pour se télescoper au centre du ring et faire une référence à un événement passé de leur histoire, puisqu'alors que les deux hommes se retrouvent au sol et qu'on a un match nul, Adam Cole demande à MJF 5 minutes de plus comme il l'avait fait il y a quelques mois, ce que MJF avait à l'époque refusé, et ce soir MJF réitère, il refuse de catcher pour 5 minutes de plus, puisqu'il dit que 5 minutes ne sont pas suffisantes et qu'il veut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur dans putain de Wembley Stadium. 5 minutes isn't enough, Adam. We're going till we got a winner in fucking Wembley. Sudden death in Wembley.
Franchement, ce moment est exceptionnel et encore une fois, je le répète, mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce match. D'autant qu'après tout ça, c'était encore loin d'être fini parce que MJF ne réussit pas à utiliser la bague avec laquelle il a pourtant remporté tant de matchs. Adam Cole de son côté ne cède pas à la tentation de trahir MJF alors qu'il est poussé par Roderick Strong qui n'attendait que ça et qui a même failli offrir la victoire à son ancien associé de l'Undisputed Era. Bref, tellement de choses se sont passées dans ce match, notamment ce Panama Sunrise à l'extérieur qui était monumental, mais vous vous en doutez, je ne pourrai pas toutes les citer. Allez revivre cette rivalité, allez vivre ou revivre ce match parce que c'était de l'or et j'ai passé un moment de dingue. En plus, même une fois le match terminé, le cinéma n'était pas fini, puisqu'alors que MJF réussit à surprendre son adversaire et ami avec un roll-up, après que celui-ci n'ait pas réussi à se convaincre de le frapper avec la ceinture, le champion tente de réconforter son pote en lui disant qu'il a juste eu de la chance, avant de lui apporter les titres par équipe ROH pour lui rappeler que leur amitié est plus forte que ça. Et pourtant, malgré tous les mots de MJF, Adam Cole ne veut rien entendre, il est dépité d'avoir échoué sur la plus grande scène, et il jette alors hors du ring son titre par équipe, faisant craquer MJF qui lui hurle dessus qu'il comprend maintenant ce que fait Adam Cole, que depuis le début, Cole n'en a rien à faire de leur amitié, et que tout ce qu'il voulait c'était le titre de champion AEW, et dans un moment tellement fort, MJF jette à son ami la ceinture à laquelle il tient pourtant beaucoup, cette même ceinture pour laquelle il a été prêt à faire les pires horreurs par le passé, mais qui aujourd'hui n'est absolument rien comparé à son amitié avec Adam Cole, et le champion tourne alors le dos à son adversaire du soir, s'offrant en pâture à Adam Cole, qui sous les hurlements d'encouragement de Roderick Strong étouffé par les implorations de 80 000 fans, hésite quelques secondes avant de jeter au sol le titre AEW et de faire un câlin à son nouveau meilleur ami sous l'explosion de la salle et les confettis tombant du ciel pour offrir au monde entier une image formidable et continuer cette histoire excellente. C'est donc sur cette scène exceptionnelle que se termine AEW All In 2023, un show qui une fois de plus était historique et qui saura régaler n'importe quel fan de catch, que ce soit les plus assidus de catch ou les moins expérimentés qui sauront profiter de l'histoire racontée dans le main event notamment. Un événement historique créé de toutes pièces par l'AEW qui sort du lot et prend une ampleur différente avec ce show de fou, et ça fait tellement plaisir de voir que cette histoire entre Adam Cole et MJF n'est toujours pas finie et qu'on a encore de belles heures devant nous avec ces deux grands hommes. Je sais que l'AEW c'est pas le sujet principal de la chaîne, mais après tout cette chaîne est aussi là pour vous partager tout ce que j'aime, que ce soit lié au catch ou non, et j'espère donc que cette vidéo en aura au moins convaincu un ou deux d'entre vous d'aller voir ce show, parce que croyez-moi, il en vaut la peine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous invite aussi à me donner votre avis sur le show, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous aimeriez voir par la suite. Et pour tous ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez me rejoindre sur tous mes liens qui sont dans la description, que ce soit ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire ou mon lien affilié au lit pour vous régaler de boissons excellentes. Je remercie tous ceux qui le feront, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.